En ces temps assez moroses en raison de la crise sanitaire, coronavirus oblige. Eh bien, restez avec nous jusqu'à 9h30, 90 minutes, c'est parti avec sur le plateau ce matin. Eh bien, comme on est mardi, on parlera littérature avec Khady, éducation avec Massamba. D'ailleurs, tout ce magazine sera consacré, on va dire à peu près, à la littérature, au français, à l'éducation. C'est l'actualité du moment, le lancement de la chaîne Canal Éducation. Notre invité de ce matin est également du secteur de l'éducation. Nous recevons avec un immense plaisir une fan de Kinkeliba sur le plateau. Il s'agit de Madame Fatoumata Ba Diallo, directrice de l'enseignement moyen secondaire général, ancienne directrice de l'INEAD. Vous avez également occupé, autant pour moi, le poste de responsable pôle politique éducation de la Confémène. Alioune, on est dans notre élément ce matin, carrément littérature, éducation. On sera très à l'aise dans le débat. Très à l'aise, surtout Khady et Massamba qui auront véritablement une excellente consultante, je crois que la meilleure, donc pour ce plateau-là du mardi, dédié à l'éducation, dédié à la littérature. Vous savez, deux sujets, on peut le dire, jumeaux. Et donc, avec un grand plaisir, on va faire l'entretien avec notre invité que tu as si bien présenté, oui. Mais surtout pour revenir avec elle sur le lancement de cette chaîne éducative, Canal Éducation, on peut dire une première dans l'histoire de l'école sénégalaise. Donc, on passera en revue les objectifs de ce projet, ou aussi ce partenariat-là qui s'annonce fécond avec la RTS. C'était hier en direct sur les antennes de la RTS avec Nafissatou Diouf qui présentait ce plateau spécial consacré au lancement de cette nouvelle chaîne. Il y avait Massamba de l'autre côté et avec Nafi, le directeur général de la RTS, le ministre de l'Éducation nationale et puis les responsables de TDS et de l'UVS. C'est bien ça. C'est bien ça. Bien très bien, très bien. On reviendra également. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier les syndicats de l'éducation qui étaient là. La société civile avec Cheikh Mbow, notre ami de la COSIDEP. C'était complet. Très bien, très bien. Allez, Khady, sujet de ce matin, on plonge dans quelle lecture? Nous allons au Cameroun pour présenter l'œuvre de Mungo Betty, Ville cruelle. Très bien, petit voyage donc au pays de... la semaine dernière, on parlait de lui, tout à fait, de ce grand penseur qu'on a eu l'occasion de recevoir sur le plateau de la matinale Kinkeliba aux côtés de Felou Sarr. Il s'agit d'eux, Alioune. Merci. Achille Mbembe. Merci Khady. Allez, on va démarrer avec la capsule de sensibilisation. Elle se poursuit justement parce que dans ce magazine, eh bien, c'est également notre objectif, vous rappeler les gestes barrières. Juste après, il y aura évidemment la gym avec le coach Tandara, le flash au rendez-vous avec Philomène ce matin. Et puis à partir de 9h, le bulletin d'infos complet. Une pensée ce matin pour toute la communauté chrétienne qui a célébré Pâques ce week-end. Dans une ambiance assez morose, le message du pape François a fait le tour de la toile. Il était bien seul et les gens se sont dit... Eh bien, c'est quand même assez triste cette histoire. On espère évidemment que le corona sera très très vite derrière vous. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images sur la toile. Le pape François tout seul et qui a plaidé d'ailleurs, tout comme le président Macky Sall, pour que la dette des pays africains soit annulée. Je vous laisse réagir d'abord sur le sujet, Madame Diallo. Merci beaucoup. Très heureuse donc d'être là avec vous pour une émission que je suis tous les jours, autant que possible. Et puis vous dire aussi l'honneur que j'ai de parler au nom du ministère de l'Éducation nationale qui m'a convoyé ici. Vous dire que le sujet est intéressant à plus d'un titre et que c'est l'actualité et que l'humanité est aujourd'hui engagée dans une situation qui nous est tous commune et qu'il faudra que tous ensemble nous réfléchissions à une action commune. C'est vrai. Pour y arriver le plus vite possible, pour nous en sortir le plus vite possible. Oui, et en attendant de sortir de cette crise, eh bien, il faut tout simplement miser sur la prévention. Voici la capsule de ce matin. Vous êtes notre lueur d'espoir. On m'a dit que tu es à l'hôpital pour soigner les malades atteints du Covid-19. On vous souhaite une bonne guérison. On respecte toutes les mesures d'hygiène.
fière de toi et de tout le corps médical. C'était donc la capsule qui vous rappelle de respecter les gestes barrières. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Il est 8h06. Dans un instant, Philo sur ce plateau pour le Flash. Et puis en parlant justement de lutte contre cette pandémie du Covid, si beaucoup d'églises sont restées fermées ce week-end, les hôpitaux n'ont pas chômé. Et puis le chef de l'État était donc en visite surprise à l'hôpital Idrissa Pouye. Bon, beaucoup connaissent l'hôpital Idrissa Pouye sous le nom de CTO ou encore hôpital Ogui, hôpital général Grand Yoff. On a les images, le chef de l'État qui visite donc ce centre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de nouvelles salles qui sont aménagées pour accueillir évidemment les éventuels malades, ces personnes qui pourraient être atteintes par le Covid-19. Vous avez ici les images. Commentaires, messieurs, Massamba. Ah oui, je pense que cet hôpital, c'est juste à côté de chez nous, vers la zone de captage. Mais bon, de toute façon, moi, j'aimerais toujours traverser et regarder l'enseigne. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est exactement sur ça qu'il faut tout de suite réfléchir. Parce que si on continue à avoir des réceptacles, des possibilités de recevoir nos malades et de les bien traiter, c'est sûr que ça va beaucoup aider au combat. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Gouverner, c'est prévenir. Donc, même si on n'a pas encore peut-être ce nombre important, c'est très rassurant déjà que nous voyons déjà des dispositifs, en tout cas qui sont mis en place et qui devraient pouvoir accueillir éventuellement des malades. On ne le souhaite pas, mais on souhaite quand même qu'à chaque fois qu'il y a maladie, qu'il y a malade, qu'il y ait une prise en charge systématique. Et immédiate, oui, à l'une. C'est toujours bon, c'est toujours rassurant de voir le chef descendre sur le terrain. Voilà, c'est ça. Visite surprise, c'est la bonne expression. Descendre sur le terrain auprès de ces troupes parce que nous sommes en guerre. Et aujourd'hui, c'est le cordon médical qu'on est en train véritablement de diriger pour qu'il soit imperméable un peu partout à travers le territoire national. Et vous savez, l'intérêt, le centre névralgique qu'est Dakar, parce que Dakar, quand même, c'est une bonne partie de la population active. Et il faut que l'État prenne ses dispositions. Parce que gouverner, c'est prévoir comme on dit. Donc il faut véritablement avoir ce sens-là de l'anticipation et voir le président auprès de ces braves hommes du système de santé du Sénégal est rassurant. Et ça montre que l'État est en train de prendre ses dispositions pour ne pas se laisser déborder par le Covid-19. Et en termes de taux de guérison, aujourd'hui, le Sénégal véritablement constitue une référence en Afrique et on s'en félicite et touchons du bois pour que cela puisse perdurer. C'est ça, il ne faut pas baisser les bras. Peut-être juste vous rappeler que c'est en octobre 2019 que l'hôpital général Grand Yoff, ou CTO, a changé de nom. Désormais, il faut dire hôpital général Idrissa Pouye. On poursuit le magazine avec un peu d'exercice. On retrouve le coach Tandakha et ses invités maintenant. Et juste après, on ouvre le bloc d'infos. Restez avec nous. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Notre deuxième capsule de la semaine. Nous sommes toujours en pré-confinement et dans la maison. Alors, je vous le disais hier, mesdames et messieurs, dans la mesure où ils participent à l'hygiène individuelle et collective, eh bien, le sport devrait être avant tout une chose personnelle, pour paraphraser Georges Duhamel. Alors, autant dire que l'autre qui le disait, évidemment, le sport, une véritable épidémie de santé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons, et toujours avec notre bouteille, mais aujourd'hui avec le burpee et ses dérivés, mesdames et messieurs. Alors, toujours en gym famille, toute la famille est là. Mais, mesdames et messieurs, encore une fois, nous sommes à cette période de pandémie. Et donc, faites la gym avec une certaine prudence. Alors, tout de suite, le coach Babou, le coach Ngom, un petit mot sur justement les burpees. Bonjour coach Tandakha, ravi d'être là, toujours accompagné de mon ami coach Ngom pour vous présenter un exercice aujourd'hui qu'on appelle le burpee. Donc le burpee qui est un mouvement très efficace dans la mesure où ça nous permet de renforcer pratiquement tout le corps. Burpee, certains l'appellent les mouvements combinés, c'est-à-dire le squat et la planche. Donc c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et j'espère que vous allez adorer et que vous allez reproduire la même chose chez vous parce qu'on est en période de semi-confinement, mais on n'a pas le droit de rester sédentaire. Toujours coach Ngom sera là et coach Babou, vraiment pour vous donner le meilleur de la pratique sportive.
Donc, si vous êtes prêts, les gars, on va y aller. Je vais donner la parole à Coach Ngom. Merci beaucoup, Coach Babou. Comme hier, aujourd'hui, nous sommes là avec une proposition qui tourne autour du burpee et ses variantes. Donc, nous faisons ça du plus simple toujours jusqu'au plus difficile pour vous permettre de faire votre choix à partir de l'enchaînement que vous allez voir tout de suite. Voilà, alors merci les coachs, Coach Ngom, Coach Babou. Tout de suite, on passe à l'action. Allez, mesdames et messieurs, l'échauffement des burpees avec toutes leurs variantes. Ces burpees, évidemment, avec les dépipations, ce qui va permettre de les bouger un tout petit peu. 3, 2, 1, break. Allez, les burpees avec chaise, regardez comme c'est bien calculé, évidemment, avec une précision assez mathématique. Le duo Coach Ngom, Coach Babou avec les burpees. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, go. Alors, ici, encore une fois, mesdames et messieurs, eh bien, on va y aller avec une autre variante ici. Le Coach Ngom, Coach Babou. Alors, regardez, c'est vrai que comme si on calculait avec la tête et puis la précision et les mathématiques. Regardez les pas comptés avec 1 et 2 et 3, voilà, et 4. Allez, nous allons maintenant, mesdames et messieurs, passer à l'étirement. Alors, la partie, évidemment, c'est centrique de cet exercice et qui va nous permettre, cette partie-là, de bien replacer. Évidemment, de les mettre à l'endroit, hein. On a l'habitude de dire maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre attention et surtout prenez soin de vous. Je vous recommande, en tout cas, c'est vrai, en cette période, de bien recharger les batteries en alimentation. Prenez des aliments assez variés, puisque, vous le savez, évidemment, la sédentarité, on l'a toujours dit, ça provoque l'atrophie des muscles. Eh bien, tout muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et donc, je vous recommande, encore une fois, de varier les aliments. Prenez des féculents, prenez en tout cas des aliments riches, assez variés, assez substantiels. En tout cas, eh bien, une alimentation qui va vous procurer beaucoup de bien. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain, Inch'Allah, ici même, à la maison. Merci Coach Tandakha, excellente journée également à tous tes invités, au Coach Ngom notamment. Et puis on vous retrouve demain avec le même plaisir pour d'autres exercices à reprendre absolument, surtout pour ceux qui sont totalement confinés chez eux. 8h15, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant et sur notre page Facebook en direct. Nous le sommes également sur les réseaux sociaux, Instagram aussi. On a commencé à recevoir quelques messages. Message de Samba Guissé, toujours fidèle au rendez-vous. Bonjour l'équipe, excellente journée dit-il. Bravo à Massamba pour son rôle capital hier lors du lancement de la chaîne Canal Éducation. Et puis clin d'œil à la grande dame, Madame Diallo sur le plateau, notre invitée du jour. Merci Samba. Continue à suivre le débat avec nous. Tes commentaires nous intéressent. Message de Moussa Doucouré également qui nous regarde depuis, allez dites-nous, à Yaoundé, c'est ça, au Cameroun. Merci de votre fidélité. Il dit bonjour à toute l'équipe. La revue des titres, c'est dans un petit moment. Et puis juste avant le flash, je n'ai pas encore vu Philo. Elle sera là dans quelques minutes. Et peut-être ça nous offre l'occasion de revenir sur l'actualité du week-end. C'est également cette distribution de vivres. Le président Macky Sall a décidé donc de survenir aux besoins alimentaires des populations avec le fonds Force Covid-19. Les distributions ont donc démarré. C'est une grande opération logistique qui démarre donc pour distribuer tous ces vivres aux populations. Je ne sais pas, qui commande d'abord Khadi, je ne t'ai pas entendu depuis ce matin. On salue vraiment cette initiative du chef de l'État et c'est une très bonne chose de penser aux gens qui sont démunis. Très bien. Bassamba ? Je pense que moi je salue l'initiative déjà, que l'État du Sénégal pense tout de suite à distribuer des vivres.
Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il est encore temps de continuer à faire un conseil. Je pense également aussi qu'il faut donner beaucoup d'importance à la production locale. Donc, qu'on puisse permettre véritablement aux riz de la vallée et vraiment à beaucoup de production d'être écoulées et que également les grossistes qui sont dans les régions vraiment soient embarqués dans cette affaire parce que je pense que pendant cette période, l'économie est un peu au ralenti et c'est une manière de mettre tout le monde un peu en orbite sur le plan économique. Oui, j'ai peu de le dire, l'économie est au ralenti, évidemment. En fait, quand j'ai vu le président au port, je me suis posé cette question. Qu'en est-il de la production locale? Mais j'ai eu les explications de la part de l'autorité de l'État. Elle n'est pas suffisante en fait, pour couvrir la forte demande. Parce qu'il est question quand même d'assurer la distribution pour près de 2 millions de familles, voire plus. Oui. Donc ça, c'est une quantité énorme quand même en termes de vivres. C'est clair que aussi c'est une opportunité pour les producteurs locaux. Je crois que l'État a passé commande auprès d'eux. Mais ils n'ont pas encore la capacité de production nécessaire pour alimenter tout le territoire national. Mais ça demande un sens vraiment élevé, assez pointu de l'organisation. Et ce qui m'a rassuré, c'est le fait de voir le président confier, je crois, cette tâche aux forces de défense et de sécurité. C'est ça, l'armée va assister. On ne badine pas avec certaines règles. Tout à fait. Et je crois qu'il y aura de l'équité dans la distribution. Et voilà, les denrées parviendront à leurs bénéficiaires, à leurs vrais bénéficiaires. Et c'est ça le vrai challenge aujourd'hui pour l'État. C'est une grosse opération logistique, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure, pour convoyer tout ça au niveau des populations et puis équité également, efficacité dans la distribution des vivres. Je prends 2 derniers commentaires. Philo, bienvenue en plateau. Madame Diallo, quel regard jetez-vous justement sur cette opération de distribution de vivres qui a démarré? Oui, j'apprécie beaucoup l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui à travers cette action matérialise justement cet engagement très fort. Il est très utile que dans des contextes pareils, qu'il y ait des actions d'exception. Moi, je pense qu'à situation exceptionnelle, il faut des actions exceptionnelles. Quand on suit la quantité et quand on le transforme en numéraire, on se rend compte que le combat est vraiment lancé et que le président s'engage. Bonjour ma chère Philo, je prends tout de suite ton commentaire sur le sujet. Bon, dans la même lancée, tu as vu ces opérations de distribution qui ont démarré, commentaire? Oui, exactement. Je pars dans le même sens que les autres. Hein. C'est vraiment rassurant de voir que tout a été vraiment fait pour pouvoir soulager un peu ces familles qui sont un peu vulnérables quand même et de voir les explications par rapport à la stratégie qui a été adoptée pour pouvoir recenser les familles au fin fond quand même du Sénégal. C'est rassurant. C'est ça, celles qui en ont vraiment et le plus besoin. On enchaîne tout de suite. Voici le flash de ce matin. Les titres de l'actualité avec à la présentation Philomène Constance Diagne-Boy. Philomène, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale Quinqueliba. Visite surprise du chef de l'État à l'hôpital général de Grand Yoff, Idrissa Pouye. Le président Macky Sall y est allé pour voir les installations du nouveau centre de traitement qui va prendre en charge les patients atteints du coronavirus. Cette visite inopinée a permis au chef de l'État d'échanger avec le personnel médical. À ce jour, le centre ne reçoit pas encore de malades atteints du nouveau Covid-19. La structure est cependant prévue pour renforcer le dispositif. Aussi, le président Macky Sall s'est entretenu avec le roi Mohamed VI dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et les impacts économiques qu'elle pourrait engendrer. Le souverain marocain a appelé à l'unité pour apporter une réponse solidaire et concertée contre la crise sanitaire. Juste après ce coup de fil, celui de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Tony Blair, qui souhaitait s'informer de l'expérience sénégalaise de riposte au Covid-19. Le président Macky Sall a exprimé à ses 2 interlocuteurs sa disponibilité à œuvrer ensemble avec chacun d'entre eux pour renforcer les efforts de lutte contre la pandémie. 6 000 interventions sociales dans 8 régions. La Direction générale de l'action sociale est dans la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et s'emploie à accompagner les personnes mises en confinement ou en quarantaine, en vivre et en appui psychologique si nécessaire. C'est notre focus du jour. Et c'est tout pour ce flash d'information. Et je vous reviens pour le développement. C'est ça, on se retrouve à 9h pour le journal complet. Restez avec nous. Place tout de suite à la revue des titres.
Gotta wake up early in the morning. Mardi 14 avril 2020, la une du quotidien de service public Le Soleil sur les échos considérables de l'appel du chef de l'État Macky Sall. Le pape François, le président Emmanuel Macron, le roi Mohamed VI et l'ancien Premier ministre Tony Blair sont donc en phase avec le président sénégalais. Le FMI qui offre 266 milliards de francs CFA au Sénégal et tout ça dans la lutte contre le coronavirus. Le coronavirus et ses dégâts collatéraux économiques. Nous poursuivons avec la une du quotidien Le Quotidien sur le Covid-19 et l'annulation de la dette de l'Afrique. Vaccin en bonne voie, peut-on lire à la une du quotidien ce matin. C'est pour dire évidemment que le pape François et le président français Emmanuel Macron rejoignent le président Macky Sall et plaident ensemble pour l'annulation de la dette de l'Afrique. À la une également, le roi du Maroc pour une nation solidaire et concertée. Philomène nous en parlait tout à l'heure. Il est également en phase avec le président de la République. Ils se sont d'ailleurs entretenus hier. Allez, 24 heures info maintenant avec à la une la dette des pays pauvres et l'impact du Covid-19 toujours sur leur budget. Pandémie d'annulation, c'est le titre que 24 heures propose ce matin. Et pour rappeler que le pape François a appelé à la solidarité internationale lors de son message, message pour Pâques ce week-end, en réduisant, sinon carrément en annulant la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres. Nous poursuivons cette revue des titres avec Libération qui nous ramène à ce sujet qui nous inquiète tous. Il s'agit évidemment de la transmission communautaire du coronavirus. Dakar sous tension, un nouveau cas détecté à la gueule tapée ce lundi. Alors comment le patient de Louga a contaminé 24 personnes? Nos confrères reviennent en détail sur tout cela. Le commerçant du marché Ocass évacué à Dakar, le dernier patient interné à Touba, déclaré guéri hier soir. Voilà encore quelques nouvelles concernant le coronavirus dans notre pays. Grand place maintenant sur l'augmentation des cas communautaires. Les Sénégalais narguent le danger. Le chef de l'État fâché en appelle à la conscience citoyenne et au respect des mesures. Je crois qu'il est essentiel que l'on n'oublie pas qu'on doit continuer à observer et de façon rigoureuse les gestes barrières. Saluer également le travail que fait le personnel médical en ce moment. Et puis l'UCG qui a installé des points de propreté un peu partout maintenant pour que l'on puisse se laver régulièrement les mains. Ça aussi, c'est important de le souligner. La une d'enquête maintenant sur un tout autre sujet. Eh bien, c'est le grand oral ce matin pour Aminata Assome Diatta. Dans les colonnes d'enquête, le ministre du Commerce revient et rassure les populations. Il n'y a pas de crainte à avoir pour le mois de Ramadan. Nous encourageons fortement le port des masques artisanaux. Sur le riz, nous avons un approvisionnement qui peut aller jusqu'à 6 voire 7 mois. Voilà donc les assurances du ministre du Commerce. À la une d'enquête ce matin, sa photo. Dakar Times sur le corona-terrorisme, le SICO pour gérer la riposte. Le ministre de l'Intérieur, Aline Gouidiaï, eh bien, on retrouve sa photo à la une ce matin. Le chef d'état-major des armées, à la une également le directeur de la police, le général Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie. Eh bien, tous ces hommes appelés justement à aider à la riposte contre ce virus. Les quotidiens sportifs, la une de Stade ce matin, avec la photo de El Hadji Ousseynou Diouf, le plus grand de tous les temps. Bon, ça reste une interrogation. Légende de la tanière, El Hadji Diouf en chiffres dans Stade du jour. Et puis on va finir la revue des titres de ce matin avec Sunu Lamb. Quotidien sportif également, mais spécialisé en lutte traditionnelle contre Messen, un Tegal Chaise, un Kao Modlo, une équation pour Pikine. Eh bien, à lire justement dans les colonnes de Sunu Lamb également ce matin, les secrets de Modlo et Ama qui veut mettre fin à la razzia. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Tu suis le débat, on dirait. Non, ça reste, je dis, ça reste une interrogation. Est-ce que c'est le plus grand de tous les temps? Selon mon avis, tant que le Sénégal ne parviendra pas à gagner un trophée, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football sénégalais. Bon, c'est vrai qu'il a 2 ballons d'or, lui. 2 ballons d'or. À lui seul, il a qualifié le Sénégal pour la première fois à une Coupe du Monde. Ça, quand même, ce n'était pas un petit exploit. C'était un grand exploit en 2001 quand il l'accomplissait. Mais il faut être un grand chroniqueur sportif pour dire à lui seul. Qu'est-ce que ça signifie dans votre langage football? Ils ont posé la question. Non, c'est une interrogation. Ils ne l'ont pas affirmé. Ils veulent savoir si c'est le plus grand de tous les temps.
Non, je dis à lui seul pratiquement. C'est-à-dire en 2001, quand on devait affronter le Maroc lors de ce match décisif, El Hadji Diouf, dans le jargon footballistique, il a porté l'équipe. C'est vrai. Il a été à l'origine de l'action décisive. La passe, non, je crois, oui, c'est lui qui a marqué d'ailleurs le but. Voilà. Le but victorieux contre le Maroc. On sait aussi son rôle dans le vestiaire des Lions en 2001-2002, durant cette période assez facile du football sénégalais. Le match contre la Namibie, la finale de la CAN, on a vu comment El Hadji Diouf, ce jour-là, a été un leader sur le terrain. Malheureusement, il a offert, je crois, presque deux passes à la limite presque décisives à l'un de ses coéquipiers qui n'a pas su transformer l'offrande. Malheureusement, il a raté le penalty. L'histoire ne retient que les vainqueurs. Mais El Hadji Diouf, c'est vrai que sa carrière, en termes de statistiques extraordinaires, n'a pas trop duré en sélection, mais il a été phénoménal durant cette courte période, mais assez riche en émotions pour le football sénégalais. Donc ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, tant que le Sénégal ne gagnera pas un trophée, il est le plus grand joueur de l'histoire du football sénégalais. Bon. Par rapport à ce qu'on a eu à voir, nous. Moi, je vais entendre les arguments d'Ibrahim Mboup, de Tierno Dramé, du Desk Sport, Fatoumata Savané. Je ne sais pas si vous êtes en direct, vous nous regardez ce matin. J'ai envie que vous réagissiez. El Hadji Diouf est-il le meilleur, comment ils ont dit, le plus grand de tous les temps dans la tanière? Mais ils ont mis un point d'interrogation, un point d'exclamation. Un point d'interrogation. Bon, ben, pour Alioune Badara Kane, c'est le cas. Alors, Tierno Dramé, Ibrahim Mboup, Françoise, Pape Madi, Fatoumata Savané, LPS, non, El Hadji Diouf, oui. Bon. C'est un battant. Ok, ça reste juste de l'estime. On veut des statistiques. Voilà, allez, il est 8h27. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook ou sur Instagram. Vos commentaires, on les reçoit tout de suite. On poursuit le magazine avec l'éducation. C'est la chronique de Massamba. Alors, ce matin, on va revenir justement sur ce qui s'est passé hier. C'est tout simplement le lancement de cette chaîne Canal Éducation. Le coronavirus impacte également le système éducatif. Les enfants sont à la maison. Il faut trouver absolument des alternatives. Et c'est ce que le ministère est en train de faire en ce moment. Premier sujet, la production des leçons pour alimenter les programmes de Canal Éducation en plein régime. À la division de la radio-télévision scolaire, les ateliers, les studios tournent à feu continu. Oui, les ateliers tournent à feu continu. Ça fait presque donc 2 semaines que l'organisation a permis d'avoir des ateliers en discipline. Donc des ateliers de mathématiques, des ateliers de philosophie, des ateliers en tout cas de toutes les disciplines et qui maintenant reviennent pour aller vers la production. Alors nous allons juste écouter peut-être 2 personnalités, un inspecteur de l'éducation mais également un IGEF. Les IGEF, c'est les inspecteurs généraux de l'éducation et c'est eux qui encadrent toute la production. Après, évidemment, l'aval du comité pédagogique. Donc, nous allons regarder rapidement cet extrait. C'est un groupe qui est constitué de plusieurs membres et nos travaux sont validés par l'inspecteur général de l'éducation et de la formation. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la direction de l'enseignement élémentaire. Donc, le groupe élémentaire est chargé de proposer des contenus d'enseignement-apprentissage pour les élèves qui sont restés à la maison. Le processus est ainsi décliné. Nous avons dans un premier temps revisité les progressions actuelles en français, en mathématiques, en ESVS et nous avons ensuite proposé aux enfants des activités de consolidation. Dans chaque discipline, il a fallu sélectionner, n'est-ce pas, une équipe par appel à candidature. L'équipe comprend 3 producteurs qui sont des professeurs craie à main, qui ont été sélectionnés de par leur expertise et leur expérience, un conseiller pédagogique qui est donc un formateur dans les centres régionaux de formation, n'est-ce pas, du Sénégal, un inspecteur d'enseignement moyen secondaire général et un inspecteur JAL qui supervise le travail. Par la suite, ce qu'il a fallu faire, c'est de concevoir des vidéos de cours pour dérouler les leçons, n'est-ce pas, au niveau des classes du moyen secondaire. Dans la conception de ces ressources-là, il a fallu d'abord une préparation théorique par le producteur. Cette préparation théorique a été soumise à l'équipe élargie pour validation.
on peut dire que ce sont les professionnels qui vont produire ces contenus, des contenus validés par le ministère de l'Éducation qui vont être diffusés sur cette chaîne Canal Éducation. On a vu le ministre Mamadou Talla se déplacer lui-même et visiter les locaux de la DRTS. Ce sont donc des cours conçus, je disais tout à l'heure, par des spécialistes. C'est bien ça, Massamba? Oui, c'est ça. Donc, Mme Diallo y reviendra certainement avec Aline Badara Kane. Donc, il y a un processus véritablement de pouvoir sélectionner, en tout cas, les enseignants chevronnés, de les encadrer et de créer maintenant l'atelier de production. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le produit d'une personne, ce n'est pas le produit d'un professeur, c'est un groupe d'experts qui réfléchit, qui dit voilà la fiche. Et maintenant, c'est à partir de cette fiche que les productions ont été faites. Et d'ailleurs, nous allons regarder, après les ateliers, quand ils viennent vers les technopédagogues, comment maintenant c'est retraduit sous forme de cours, sous forme de ressources numériques. Nous avons juste pris quelques exemples et nous allons les regarder. La longueur et la largeur, nous avons quelle opération on doit avoir une multiplication. Donc, chers élèves, vous savez que donc, pour trouver la surface du rectangle, on prend la longueur multipliée par la largeur. Les mots adaptés au texte que vous avez devant vous. Vous avez le mot dépression, anxiété, estime de soi, mais aussi procédé particulier. Ce qui est spécifique à ce texte-là, ce sont les arguments. Cette leçon porte sur la deuxième partie du programme sénégalais de philosophie intitulé « La vie sociale ». Il s'agit ici de répondre à la question anthropologique « Qu'est-ce que l'homme » ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qu'être homme ? Of Senegal, now he's not. Let's see more about the structure now. Okay, you know this town. What town is it? Right, that's Saint-Louis. What was the capital city of Senegal in the past? Guess? Okay, that's... Hello, my name is Louise and my question is, can the structure used to be used in the present tense? Thank you. Dear colleagues, we have heard, it seems it's a lady, it's a female voice, isn't it? Okay, and her question is, can the structure used to be used in the present? So Alioune Badara Kane was translating all for us. Yes, Can you translate? Yes. Understand for us? Yes, I understand. Try to translate, Alioune Badara. Il dit vraiment bienvenue. Merci beaucoup à cet élève qui a eu le courage d'être la première intervenante de l'émission. Je crois que c'est bien ça, Massamba. Voilà, je suis un peu dans l'esprit. On n'est pas obligé d'être dans la lettre. À la régie, on me rappelle qu'Alioune Badara Kane, c'est Mr. Kno. Le cas, il ne faut pas le lire. Parce que ça va être de bonnes leçons pour les plus jeunes et les grands aussi. Il est bon en histoire quand même. Mais pas en anglais. Il faut lui concéder cela. On ne peut pas être bon partout. Allez, c'est une très bonne chose. Ce qu'on voit en fait à l'image, c'est des enseignants qui donnent des cours comme en classe. Moi, ce qui m'impressionne, c'est... On sent tout de suite que ce sont des enseignants. Des arguments. Comme en classe, en fait. On espère que les élèves vont répondre. Mais c'est très bien parce que ça met les élèves dans cette ambiance. On a l'impression qu'on est en classe, même si on est à la maison et qu'on regarde la télé. Ouais. Je pense que le challenge, c'est ça. C'est véritablement de concevoir un cours vraiment top, quoi, et qui va aider les élèves à comprendre. Parce qu'en fait, ce que nous avons recueilli comme précision, c'est que ce n'est pas un cours magistral, c'est une capsule pédagogique qui entre un peu sur quelques difficultés, mais qui est repris sous forme d'un plateau avec un débrief qui permet véritablement aux experts d'entrer vraiment en profondeur dans le champ. Donc je pense que c'est le lieu également de dire que c'est un travail de groupe, ce n'est pas facile, mais c'est le moment véritablement pour féliciter tout le monde, surtout les enseignants qui se sont mobilisés, le comité pédagogique du ministère de l'Éducation nationale dont Mme Diallo aussi fait partie. Il y a également vraiment les technopédagogues qui viennent encadrer tout ça, mais en dehors de tout ça aussi, parler de ces agents, de ces techniciens, de ces caméramans de la télévision scolaire, de la DRTS, qui véritablement sont très engagés pour
pour que ce projet aille de l'avant. Il vous faut beaucoup plus de moyens également pour soutenir cette initiative, j'imagine. Elle est belle, hein. Nous on salue cela sur le plateau. Au moins on va essayer de sauver l'année scolaire comme ça, hein. Les enfants ne vont pas désapprendre. On lit les deux chroniques tout de suite, Alioune Badara Kane. Je pense que les questions elle vont est faite être déjà, pour, elle est faite quoi. Donc, Madame Diallo sur le plateau. Ça vous manque un peu d'enseigner en classe comme ça parce que Oui, assurément. J'aime bien. C'est un métier que j'aime beaucoup. Elle peut toujours revenir. Hein. Mais je pourrais revenir de temps à autre. Allez, rubrique invitée avec Madame Fatoumata Ba Diallo, directrice de l'enseignement moyen secondaire général. On enchaîne tout de suite. Alioune, je te laisse placer tes premières questions. Voilà, juste déjà sur le contexte, hein, je crois que voilà, je taquinais tantôt Mas en disant j'y vois un signe de Dieu. En tout cas, c'est une heureuse coïncidence, hein, parce que le lancement de cette chaîne dédiée à l'éducation intervient au moment où presque l'école est à l'arrêt, en tout cas pour ce qui concerne l'école classique telle qu'elle fonctionne. Les écoles ont été fermées pour protéger les élèves qui sont presque confinés chez eux. Ou bien le Covid a-t-il servi de déclic dans l'accélération un peu de ce projet, Madame Diallo? Merci beaucoup. Je voudrais donc saluer aussi les téléspectateurs de l'émission Kenkeliba. Je pense qu'ils sont très nombreux, surtout dans ce contexte où il est question d'éducation comme aujourd'hui. L'éducation qui est au cœur des foyers, qui est au cœur du processus de développement socio-économique. Au début d'ailleurs. Qui est au début également, et à la fin voilà, certainement. Donc je voudrais tout simplement dire que d'abord le ministère de l'Éducation nationale, le ministre l'a dit lors d'une émission, le ministre de l'Éducation nationale, il a salué la décision de Monsieur le Président de la République à un moment donné de faire le choix, l'option de fermer l'école. De fermer l'école parce que pour nous ça a été un soulagement. Un soulagement, oui. Il est vrai que le processus de cette année était quand même bien enclenché et bien en cours et que les espoirs étaient vraiment permis par rapport à la gestion du quantum horaire. Peut-être mis à part quelques moments où il y a eu peut-être des moments d'arrêt sur certains niveaux ou dans certaines classes du fait d'une certaine grève. Mais je pense que l'idée d'arrêter les cours nous a soulagés parce que, vous savez, 3 millions environ 500 000 élèves, plus de 90 000 enseignants, dans un contexte où on entre dans une situation de pandémie où l'on nous dit que le seuil de contamination il est très élevé pour cette maladie. Quand on dit aux enfants, aux élèves de rester à la maison, aux enseignants également, je pense que ça soulage les responsables de l'éducation. Parce que les élèves sont dans tous les foyers. Les enseignants également. Vous imaginez un peu, si je ne le souhaitais pas, un cas était retenu dans l'école. Dans une école, oui. Ça allait être une... Tout le monde serait confiné. Là, tout le monde serait confiné. Et ça, c'est vraiment la force positive de cette décision-là que nous saluons encore une fois. Mais je disais que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas attendu pour prendre la décision qu'il fallait. Au regard de cette situation, à l'instar de beaucoup de pays d'ailleurs, il fallait assurer, garantir ce que le ministre appelle la continuité pédagogique. Il fallait mettre les enfants dans la situation d'apprendre. Vous savez, le contexte est inédit. Je pense que de mémoire d'apprenants, de mémoire d'enseignants, on n'a jamais vécu une situation où on a dit à des enfants, restez à la maison. C'est-à-dire quitter les classes, mais rester à la maison, à l'intérieur des maisons. Ça ne s'est jamais fait. Par conséquent, il fallait trouver les moyens d'abord d'accompagner les parents dans cette décision de garder les enfants à la maison, d'abord pour les protéger de la pandémie, mais ensuite d'appuyer, d'accompagner les parents dans la gestion à l'interne, au sein des foyers, de ces élèves pour que la continuité des apprentissages soit effective. Ok, et là c'est dans le cadre de votre concept, apprendre à la maison. Et avec Canal Éducation, ce concept-là sera plus que jamais crédibilisé. Parce qu'il y aura une plateforme, disons, une école via l'écran, un lien entre les élèves confinés chez eux et le personnel éducatif. On l'a vu, il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui vous aident quand même à dispenser un enseignement de qualité, même si c'est par le biais de l'écran, à tous ces élèves restés chez eux. Alors, pour ce qui concerne, disons, la plateforme, comment elle sera alimentée? C'est-à-dire le savoir, le contenu.
les savoirs qui seront dispensés. Comment vous faites pour avoir un personnel capable de relever un tel défi et d'être toujours disponible? Merci beaucoup. Je voudrais rappeler d'abord que nous sommes dans une convention de partenariat avec la RTS, Tout à fait. qui est l'aînée des chaînes de télévision. Oui. Et je pense que déjà ce partenariat nous offre des pistes, beaucoup de pistes de solutions, qu'un accompagnement sera fait par la RTS dans un premier temps, même si par ailleurs nous avons des techniciens, ou en tout cas des enseignants qui en même temps sont dans la presse, ont en tout cas des compétences par rapport au métier voilà, d'animateurs, de journalistes, etc. Ils sont très nombreux. Mais le ministère de l'Éducation nationale, en fait, d'abord est entré dans le cadre de l'initiative Apprendre à la maison par la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques qui existaient déjà pour la plupart sur le portail du ministère. Vous savez qu'on a un système d'information et de management de l'éducation, le CIMEN, qui est constitué d'experts dans le domaine du numérique. Le ministère de l'Éducation nationale avait également mis en place un projet qui s'appelait Ressources numériques. Donc, sur la base de cet existant, et dans le contexte où l'école était arrêtée, il fallait aider les élèves à disposer, dans un premier temps, de ressources pédagogiques qui leur permettaient de rester à la maison et de continuer à apprendre. Et ce qui a peut-être été vraiment le plus dans ce contexte, c'est qu'on a dit, les ressources, il faut les analyser, il faut également les adapter, les réadapter, les actualiser, les mettre à niveau par rapport également à la marche du curriculum aujourd'hui, parce que c'était il y a un certain temps. Et le ministère de l'Éducation a décidé d'offrir tout un package. Le package, il y a les ressources numériques à travers la plateforme du ministère. Il y a également la télé, parce que quand la RTS est venue en appoint en tant que service public au ministère de l'Éducation nationale, je pense que monsieur le ministre en premier et toutes les autorités après lui du ministère de l'Éducation se sont félicités de cette offre de partenariat qui allait nous permettre justement d'aller dans le plus grand nombre de foyers possible. Parce que la télé est quand même dans le plus grand nombre, un grand nombre de foyers. Comparé au numérique où on n'est pas totalement sûr, tout le monde le dit aujourd'hui, que tout le monde dispose de la connectivité, tout le monde dispose de l'appareillage ou de l'outillage numérique qui permet à des parents ou à des enfants, en tout cas, de continuer. Vous n'avez pas une fiabilité absolue avec la connectivité. Or, avec la télé, au moins, ce problème est réglé. En tout cas, la télé vient accompagner, compléter. La télé vient compléter. Voilà. Mais il n'y a pas que la modalité télévisuelle. On a pensé à la radio pour justement aller jusque dans des foyers où il n'y a pas de télé. On a pensé également à d'autres manières, d'autres modalités de mettre à la disposition des enfants des ressources pédagogiques. Le ministre a parlé même d'impression de documents pour certaines localités où on n'a pas accès à l'électricité, où on n'a pas accès en tout cas à toutes ces modalités technologiques. Alors certes, donc, vous êtes en partenariat avec la RTS sur le lancement de Canal Éducation. En tout cas, pour ce qui concerne Canal Éducation, vous disposez de votre propre signal. Mais est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait peut-être de temps en temps une connexion totale avec la RTS, une synchronisation avec la RTS 1? Est-ce que c'est envisagé? Oui, je pense que ça a été discuté. Je parle certainement sous le contrôle de Massamba Thiam. Il est vrai qu'au départ, nous sommes en situation de test, en phase test. Et que tout de suite, je pense que, vous le savez, une chaîne de télé, ça ne se prépare pas en une semaine. C'est quelque chose qu'on construit sur des années, en principe. Bien sûr. Mais le contexte aidant, nous sommes obligés et tenus de nous adapter et d'offrir le maximum d'informations pédagogiques à la communauté éducative dans son ensemble. Parce qu'il n'y a pas que les élèves, il y a les enseignants aussi. Bien sûr. En tout cas, vous avez un large public. Khady? Cette chaîne est un ouf de soulagement pour les parents. Alors, est-ce que toutes les classes sont prises en compte? Est-ce que aussi les élèves peuvent également poser des questions? Toutes les classes, est-ce que... Vous pourrez répondre. Voilà, des émissions carrément interactives. C'était ma question aussi, parce qu'on a l'élémentaire, on a le secondaire, les universités sont formées.
comment vous allez vous arranger au niveau des programmes pour que tous les élèves puissent se retrouver dans les programmes qui vont être diffusés? C'est ça. Le ministère y a vraiment fortement pensé parce que l'action est une action globale. Ce n'est pas une action ciblée sur un sous-secteur. C'est l'ensemble des sous-secteurs du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Et vous savez que nous avons réfléchi pour le préscolaire à des types d'émissions. Vous avez les dessins animés pédagogiques à valeur pédagogique qui vont être renforcés par de véritables situations d'éducation pour le préscolaire. Nous avons également des cours pour l'élémentaire et en plus des cours, nous avons pensé à des situations de partage, de réflexion ou d'interaction où les élèves peuvent appeler, peuvent envoyer leurs questions et recevoir la réponse appropriée à l'instant même. Pour le moyen secondaire également, c'est la même chose. Et le ministère est allé plus loin parce que, vous savez, il y a un contexte psychopédagogique pour chaque type de cible. Entre l'heure de participation, en tout cas de l'enfant du préscolaire, et celui de l'élève de terminale, il y a tout un gap pédagogique, toute une situation qu'il faut prendre en compte. Et ça, le ministère également. Vous savez, ce sont quand même des experts en pédagogie, en psychopédagogie. Et la réflexion, elle est vraiment effective sur la manière de donner d'abord l'information pédagogique, sur le temps qu'il faut également pour chaque type de cible et sur les modalités de mise à disposition de l'information ou de la ressource pédagogique. Très bien. Bon, on peut poser des questions. Khady, on a vu tout à l'heure dans l'exemple de Massamba qu'il y aurait des émissions en direct qui permettraient aux élèves de pouvoir poser des questions, n'est-ce pas Massamba? Si je me trompe, tu me corriges. Oui, je pense que c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'interaction. Effectivement, dans le cours d'anglais, dans les cours de philosophie, il y a des élèves qui appellent au téléphone et qui posent leurs questions et que la question est prise en charge dans le cadre du débrief donc, des experts et des professeurs. Est-ce que cette nouvelle chaîne Canal Éducation va permettre justement d'anticiper sur les programmes qui ne sont pas encore terminés et peut-être pour ceux qui sont en classe d'examen d'être toujours dans le bain parce que ça aussi, ça reste... Finalement, vous me posez des questions ou bien c'est pour l'inviter? Bon, vas-y, Mass. Bon, de toute façon, c'est ça qu'il faut comprendre, comme elle l'a dit. Les leçons qui sont en train d'être déroulées, c'est-à-dire que c'est des leçons conçues, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des experts, par des pédagogues. Et c'est en fonction aussi de ce qu'on appelle l'évolution. Parce qu'en fait, l'école a démarré en décembre, donc, du moins en octobre. Non, pas en décembre, en octobre. En octobre. Oui. Donc, ils ont presque fait 4 mois ou 5 mois. Et maintenant, normalement, les pédagogues réfléchissent en termes de révision et de consolidation. C'est-à-dire que cette période doit servir au moins une bonne révision et une bonne consolidation des acquis. Et cela va permettre, par exemple, si les cours devraient reprendre, que les gens puissent maintenant continuer à partir de là où ils étaient. Mais au moins, le ministère, les techniciens, la télé, les autres plateformes auraient permis, en tout cas aux élèves, de ne pas connaître de rupture. Donc c'est un peu ça. Moi, ma question, par contre, je peux poser ou je vous Oui, vas-y. Oui, ma question, c'était, comme Aline Badra l'a dit tout à l'heure, c'était beaucoup de questions qui étaient revenues dans les localités. Par exemple, hier, un téléspectateur rappelle, il dit il habite l'Abgar, il n'y a pas le signal TNT. Il y a quelqu'un qui nous a appelé aussi de Kédougou, à l'intérieur, qui dit il ne peut pas entendre... ils n'ont pas encore la télé, la TNT, ils n'ont pas aussi peut-être souvent même la radio. Donc la réponse, le DG l'a donnée hier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la RTS nationale synchronise, envoie le cours, et dans les localités où même c'est compliqué, les chaînes régionales peuvent reprendre les cours et les mettre à des moments par rapport à leur spécificité. Donc ça, je pense que c'est important. Ma question, par contre, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale réfléchit déjà, on ne sait jamais, sur comment évaluer des élèves à travers l'enseignement à distance? Merci beaucoup. Vous savez, le ministère de l'Éducation nationale n'arrête pas d'anticiper sur l'ensemble des questions liées surtout à l'évolution de ce contexte. Mais en tous les cas, nous souhaitons que ça s'arrête. Que l'histoire de coronavirus, que cette histoire-là, nous souhaitons qu'elle s'arrête. Mais je pense que les modalités d'évaluation vont être bien pensées et repensées. Dans le cas où on serait obligé, nous ne le souhaitons pas,
d'aller plus loin. Mais pour le moment, c'est un soutien à l'apprentissage. Ce sont des exercices de révision. Ce sont des offres également d'éléments supplémentaires à l'apprentissage. C'est tout cela que nous offrons à travers les émissions. Les situations d'enseignement-apprentissage qui sont projetées à la télé. Mais il est vrai que la question de l'évaluation, c'est une question qui est également très présente et sur laquelle nous allons vraiment réfléchir. Parce qu'une évaluation, elle est censée être objective. Elle doit se fonder sur l'équité. Donc si le dispositif qui permet l'équité, qui permet d'avoir tout cela n'est pas encore en place, je pense que d'autres modalités pourraient être pensées pour que l'ensemble des élèves, le cas échéant, puissent avoir accès à une évaluation objective et la plus équitable possible. On a des questions sur notre page Facebook. Les internautes ont réagi au débat. Alors, question de Ibrahima Aboussal qui nous regarde ce matin. Question très simple d'ailleurs. Il aimerait savoir comment faire pour suivre cette chaîne Canal Éducation. Merci beaucoup. Je pense que c'est moi qui devais répondre sur la question technique. Mais il faut juste comprendre que c'est le canal 20 sur la TNT qui va être le canal d'acquisition, de réception de l'ensemble des propositions du ministère. Donc, le canal 20 sur la TNT. Alioune, excuse-moi, il y a encore d'autres questions de nos amis internautes. Cette émission, elle est faite pour nos téléspectateurs. Bon, on a 4 minutes, on va aller très vite. Chérif Sall, il aimerait savoir si cette maladie persiste, est-ce qu'il est possible de sauver l'année par la télé? Est-il possible d'obtenir son bac à la maison, par exemple? C'est une grande question, en fait. D'autres pays l'ont adopté des réponses par rapport à l'évaluation et par rapport au bac. Je pense que nous n'en sommes pas là. Le Sénégal n'en est pas encore là. L'école a ouvert en octobre. On a fait quand même un certain nombre de mois. Le premier semestre pour le moyen secondaire a été assuré. Le premier trimestre également a été assuré pour l'élémentaire. Je crois qu'il faut souhaiter que Covid-19 s'arrête à temps et que l'on puisse reprendre les cours à partir du mois de mai. En tous les cas, l'élève est au centre des préoccupations du ministre et du ministère de l'Éducation nationale. Et qu'à chaque situation, une solution adaptée sera administrée. Ça, nous vous le garantissons. Il y a une autre question de Céline Oumar, mais vous y avez déjà répondu. Vous voulez savoir que compte faire le ministère de l'Éducation nationale pour les enfants qui n'ont point d'électricité chez eux ou qui n'ont pas de connexion Internet, mais je pense que vous avez Nous avons parlé de toutes les modalités de mise à disposition des ressources pédagogiques. La radio sera là, peut-être même qu'on Nous n'hésiterons pas à imprimer des documents, à trouver un canal pour les mettre à la disposition des élèves. Et je rappelle que parallèlement à l'initiative globale du ministère de l'Éducation à travers Apprendre à la maison, beaucoup d'enseignants, de chefs d'établissement, de directeurs d'école sont en train d'organiser des apprentissages avec les nouvelles technologies à travers les réseaux sociaux. Alioune, tu peux placer encore une question, on a 3 minutes. Un peu à l'implication du corps enseignant, parce que, bon, Massamba en est une preuve supplémentaire. Hein. Ils sont partout dans les grands groupes de presse du Sénégal, comme correcteurs ou bien même comme chroniqueurs. Certains même carrément sont devenus journalistes, même si leur fonction première quand même est enseignant. Alors, comment faire pour les intéresser à ce projet? Parce que je pense qu'en termes de bras, vous ne devrez pas avoir de soucis, selon moi, si véritablement le management est bien fait. Il sera bien fait, ça je vous le garantis. Le contenu, il ne devrait pas poser de problème. En principe non plus. Moi je pense qu'avec l'accompagnement déjà de la RTS, il n'y a pas de souci à se faire. En plus de cela, vous l'avez dit, le ministère de l'Éducation regorge de ressources humaines qui peuvent porter justement l'animation, la responsabilité de l'animation en tout cas de ce canal. Et vous l'avez dit également, nous avons une masse critique d'experts enseignants et en même temps agents de presse, si je peux le dire ainsi, qui pourront également continuer à appuyer le processus et l'aider à être mené à bon port. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Diallo. Vous avez une question? Allez-y. Bon, très rapidement, parce que là, il me reste si j'ai bien compris, Madame, cette chaîne permet de faire tout simplement des révisions. Mais est-ce que vous pensez faire également, continuer également les cours? Alors, c'est ça la leçon que nous offre aujourd'hui la situation liée au coronavirus. C'est ça. Je pense que
il devient irréversible pour tous les systèmes éducatifs dans le monde entier d'utiliser les ressources numériques et d'utiliser les technologies pour continuer ou en tout cas pour appuyer les apprentissages et les enseignements. Donc le ministère de l'Éducation va inscrire cela dans la durabilité. Il va pérenniser, nous allons pérenniser ce dispositif d'apprendre à la maison qui va être après une situation de soutien. Le ministère, à travers certains projets, délivre déjà des cours de soutien à certaines entités d'élèves. Et je pense que le ministère aujourd'hui est heureux de pouvoir inscrire ceci dans la durabilité. Les technologies vont appuyer l'enseignement-apprentissage. Nous avons déjà un projet au ministère de l'Éducation avec la Banque mondiale dans lequel, en perspective, il était prévu que 231 écoles et établissements, 231 établissements allaient pouvoir utiliser tous azimuts le numérique pour accompagner les processus d'enseignement-apprentissage, comme soutien à l'apprentissage. Merci beaucoup, Mme Diallo. Dans la deuxième partie, on aura aussi d'autres questions à vous poser, par exemple sur la part réservée aux classes dites intermédiaires, hein, n'est-ce pas? Et puis aussi sur l'éventualité peut-être d'un report encore des examens ici au Sénégal. Donc certainement, vous avez fini de plancher sur tous ces sujets-là. Et dans la deuxième partie, donc, on reviendra sur ça. Avant la fin de ce magazine, évidemment, je pense que Samba Guissé doit être très content ce matin puisqu'on parle de ressources numériques, lui qui plaidait pendant longtemps pour cela. Ça y est, on y est. Bonne journée, cher ami. Bonne journée également à ceux qui ont répondu à l'interrogation à la une de Stade ce matin, notamment Momarba qui répond donc à l'une. Il dit « Je pense que Jules François Bocandé est le meilleur et non El Hadji Diouf. Lui et El Hadji Diouf ont le même style de jeu, un peu le même tempérament qui caractérise d'ailleurs les bons joueurs, précise-t-il. » Merci, cher ami, pour ce commentaire également. On va souffler un peu le clip du jour. On se retrouvera juste après pour la suite de ce magazine et on va souhaiter une excellente journée à tous les enseignants qui nous suivent ce matin. Médicalisé en provenance de Colmar se pose sur le tarmac de l'aéroport de Poitiers. À son bord du personnel soignant et 2 patients qu'il faut évacuer au... Digara buside moo tax ñëpp takku nañ tey ji ngir mu jóge fi gësam na dunya digara buside nañu takku taxaw xeex mu jóge fi toog leen ci kër yi ndax gis guñu ko fi dee dekk yow sama xeet xalaatal kii ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk doom ñàkk xarit àndandoo soxna borom kër dëkkandoo saa su ne ñu yim ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan lii waroon na laa tiis yow mi soppiwul doxalin te ne ci àddu gis nga jàngoro ji li ñu ci musal mooy raxas say loxo ak saabu moytu dendandoo bi toog sa kër te booy sëqët mbaa ngay tisli nga taf sa gémmiñ ak mouchoir saa yoo noppee nga sànni ko ci mbalit soo feebaree wooteel gaaw kër docteur aar sa bopp aar sa askan ndax feebar bi bañ a law
Ça, c'est Aïta que nous avons eu le plaisir de recevoir également sur ce plateau de la matinale. Il y a quelques années de cela, elle fait de très belles choses, vidéos de sensibilisation toujours. Et bah oui, il faut continuer à rappeler aux uns et aux autres les messages clés. La prévention reste la solution. Merci Aïta et bonne journée à Hambourg. Hambourg, c'est bien ça, non, Massamba? C'est ça. Nous avons eu l'occasion de recevoir 2 fois. Hein. Elle nous a accompagnés un 31 décembre, plus également sur une invitation. Il y a de cela 1 an. C'est ça, c'était l'année dernière alors. Dernière, oui, voilà. Aïta. Bonne journée à Seydou, à Adia Fatou Fati, qui est professeur de français, 3e lauréate du Grand Prix du chef de l'État. C'était en 2018. Elle nous suit chaque matin. Elle est également calée ce matin. Philo, bienvenue en plateau, elle est de retour pour le bloc d'infos. Tu as vu cette vidéo virale sur les réseaux sociaux où ce jeune homme est très en colère parce qu'il n'a pas reçu son galar? Tu y es pour quelque chose, hein? Il n'est pas le seul. Hein? Il a senti, tu vois, l'odeur de la pâte d'arachide chez le voisin. Il y va et on lui dit non, c'est du mafé. Le mafé, c'est une sauce, c'est pas le ngala. J'ai vu une phrase là qui disait le ngala, cette année, c'est comme le cas communautaire. On le voit, mais on ne sait pas où on l'a vu. Tout ça, c'est le coronavirus. On espère évidemment qu'on fêtera le ramadan, la Korité dans de meilleures conditions et qu'on recevra, tu vois, de la bonne grillade de la part de nos frères musulmans. Allez, il est 9h, c'est l'heure du journal avec Philomène. D'abord, les titres de cette édition, les entretiens téléphoniques du président de la République avec le roi Mohamed VI et Tony Blair. On fait le point également ce matin sur la visite à l'improviste à l'hôpital Idrissa Pouye. Le président de la République qui s'est dit satisfait du dispositif mis en place. Philo, c'est à toi. Effectivement, Sarah, visite surprise du chef de l'État à l'hôpital général de Kroyov. Le président Macky Sall y est allé pour voir les installations du nouveau centre de traitement qui va prendre en charge les patients atteints du coronavirus. Cette visite inopinée a permis au chef de l'État d'échanger avec le personnel médical. À ce jour, le centre ne reçoit pas encore les malades atteints du nouveau Covid-19. La structure est cependant prévue pour renforcer le dispositif déjà mis sur pied. Le président Macky Sall s'est également entretenu avec le roi Mohamed VI dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et les impacts économiques qu'elle pourrait engendrer. Le souverain marocain a appelé à l'unité pour apporter une réponse solidaire et concertée contre la crise sanitaire. Juste après ce coup de fil, celui de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Tony Blair, qui souhaitait s'informer de l'expérience sénégalaise de riposte au Covid-19. Le président Macky Sall a exprimé à ses 2 interlocuteurs sa disponibilité à œuvrer ensemble avec chacun d'entre eux pour renforcer les efforts de lutte contre la pandémie. 6 000 interventions sociales dans 8 régions. La Direction générale de l'action sociale est dans la bataille contre le Covid-19. Logée au ministère de la Santé et de l'Action sociale, elle s'emploie à accompagner les personnes mises en confinement, en vivre et en appui psychologique si nécessaire. C'est notre focus du jour. Elle est aux manettes de la riposte psychosociale contre le Covid-19. Ce matin, comme d'habitude, Dr Aram Topsen préside les travaux de son quartier général. En rapport avec la mission de coordination de la pandémie, la direction sociale du ministère de la Santé est aussi sur le pied de guerre. Dans ce cadre, la direction de l'action sociale est chargée de la prise en charge du psychosocial. Dans la prise en charge du psychosocial, il y a une prise en charge psychologique, il y a également une prise en charge, une assistance sociale. En clair, c'est un travail d'interface qui se joue à ce niveau, en parfaite intelligence avec les autres acteurs de la chaîne de lutte contre le coronavirus. C'est en général le MCR ou bien le chef de service régional qui nous informe. On rentre directement en contact avec le comité régional ou bien le comité départemental qui est dirigé soit le gouverneur ou bien le préfet et on commence les interventions. Certains bénéficiaires de cet appui sont soit en confinement ou en quarantaine. Et là encore, par moment, des problèmes psychologiques surgissent.
En général, l'enfermement, c'est la claustrophobie souvent. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'être enfermés. La dernière fois, il y a un MCD, un médecin-chef de région, qui nous a appelé pour nous dire qu'il a confiné des personnes vraiment qui refusent à être vraiment dans une chambre. Donc, ces personnes veulent être ensemble, elles ne veulent pas être isolées. La direction de l'action sociale travaille à distance dans beaucoup de cas. Le télétravail est ici utilisé pour remonter les données journalières au niveau régional. Dans l'action également, elle s'emploie à lutter contre la stigmatisation. Ceux qui sont malades et qui sortent sont guéris, ils sont testés et ils sont guéris, négatifs. Donc, logiquement, c'est eux qui doivent se méfier, n'est-ce pas, de ceux qu'ils vont aller trouver. C'est pourquoi maintenant on délivre des certificats de guérison, n'est-ce pas, pour attester que cette personne-là, n'est-ce pas, n'est plus malade. Donc maintenant, c'est l'inverse qui doit se faire. Au contraire, c'est à lui de se méfier des gens sur qui il va aller. C'est pourquoi lorsque le cas est guéri et sort, il ne rentre pas directement chez lui. Dans sa méthodologie de travail, la Direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé veille au respect des réalités sociales du pays. Dans ses interventions, la confidentialité surtout. La Direction générale de l'action sociale qui fait 6 000 interventions dans 8 régions. Plusieurs mesures pour endiguer la pandémie du Covid-19 au niveau communautaire, local plus précisément. Les autorités ont pris des décisions suivant les réalités des localités. À Keur-Massar, qui compte une population de près de 500 000 personnes et qui a enregistré 5 cas positifs de Covid-19, l'heure est à la lutte contre les regroupements, nous dit Ramatadem. Le rond-point Keur-Massar, un lieu de ralliement pour des centaines de milliers de personnes tous les jours. Des rassemblements à éviter en cette période de Covid-19. Il s'agit d'un arrêté que l'autorité préfectorale a pris pour interdire d'abord tout stationnement de véhicules, de cyclomoteurs et de véhicules hippomobiles au niveau du rond-point de Keur-Massar et à 500 mètres de part et d'autre. Il s'agit également d'une interdiction de toute activité commerciale, à l'exception de la vente de denrées de consommation courante au niveau du rond-point de Keur-Massar et de 500 mètres sur un rayon de 500 mètres de part et d'autre. Des dispositions importantes sont prises puisque près de 500 000 personnes se réveillent chaque jour à Keur-Massar sur une superficie de 26 km². Une densité qui mérite qu'on s'intéresse de près à cette commune. Et nous avons les résultats. Ici, il n'y a plus de regroupement de personnes. La circulation, elle est fluide. Et le banditisme, le vagabondage, tout ça, tous les actes qui étaient subséquents à des types de regroupement de personnes là sont annihilés. Donc nous ne nous limiterons pas pour l'application de cette mesure-là seulement pour la période d'état d'urgence, mais nous comptons pérenniser cette action-là et nous comptons aussi sur la gendarmerie que nous félicitons et remercions très sincèrement pour avoir accompli le travail. L'heure aujourd'hui au respect strict des mesures de prévention et ce sur toute l'étendue du territoire national. Ramatadem, le Covid-19 fait ressortir des talents longtemps cachés. 2 jeunes de la banlieue ont inventé une machine de lavage automatique des mains qu'ils ont mis à la disposition des populations. Un outil adapté aux réalités tropicales. Elle fonctionne avec de l'énergie solaire. À la découverte de ces jeunes de Guédiawaye et de leur réalisation avec Saliou-Sek. Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye. Ici, la lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. Ce soir, au quartier Cité Djonkoup, un nouveau dispositif est mis en place pour permettre aux populations de respecter l'un des gestes barrières. Cette nouvelle machine de lavage automatique des mains fait désormais partie du décor du quartier. Ce sont des jeunes de mon quartier qui ont parvenu à inventer une pareille machine. Je suis tout à fait comblé. Et je pense qu'en tant que citoyen, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner. Et nous sommes en train effectivement de voir par quelles voies et moyens vraiment de les accompagner. Kaira Khassou est un concept imaginé et concrétisé par 2 jeunes Sénégalais passionnés par l'électronique et l'invention technique. Leur génie est aussi un combat contre le coronavirus. Nous avons vu un risque de part les robinets, là où il y a contact,
Moi, je viens de toucher, par exemple, si j'étais porteur de la maladie, je touche un objet, je me lave, je pars, quelqu'un vient toucher, peut l'emporter avec lui. Donc, dans ce sens-là, nous avons décidé d'évoluer et de mettre en place un système de lavage automatique. Comme que nous avons une sensibilisation. C'est un moyen pour nous de participer à la sensibilisation dans la lutte contre le Covid-19. Nous n'avons pas d'argent pour participer à la force Covid-19. La seule force que nous avons, c'est notre connaissance pour réaliser cette machine. Dans l'atelier Tout va vite, l'objectif de ces jeunes est de réaliser des dizaines de machines le plus rapidement possible pour endiguer la propagation du virus. Il y a une chaîne de production qui est mise en place, il y a des machines sur lesquelles on est en train de travailler et aussi on est en train de penser à de nouvelles innovations, apporter de nouvelles innovations à nos machines, perfectionner cela et la rendre aux pointes de la technologie. Depuis l'apparition du Covid-19 au Sénégal, le savoir-faire des Sénégalais se révèle presque chaque jour au grand bénéfice des populations. Salut, c'est que c'est ces jeunes qu'on doit encourager, exactement, plus les soutenir pour qu'ils puissent développer ces machines qui sont d'un très grand accompagnement pour les efforts faits par l'État. Tout à fait. Moi, j'allais juste dire qu'il faut qu'on les reçoive sur ce plateau de la matinale Quinqueliba. Alioune, tu es d'accord avec moi? Le carton est lancé. Très bien. On va les recevoir sur le plateau. Et puis, il faut que les gens puissent investir également et acheter le dispositif. Moi, je lance un appel à cela parce que c'est très pratique, c'est le moment. On en veut peut-être 3 ou 4 ici à la RTS. Comme ça, ça va renforcer davantage ce qui est déjà mis en place. Ils viennent de Guédiawaye, c'est vrai. Le fait que ce soit vraiment une machine automatique et solaire, c'est vraiment innovant et ça aide encore plus à carrément éviter le contact. Oui. Alioune, tu disais? Je dis surtout que l'initiative vient quand même de la banlieue, quoi. Donc c'est à accompagner, à s'habiller pour montrer qu'en vérité, aujourd'hui, les jeunes sont assez débrouillards pour concocter de telles choses dans un contexte où on a besoin véritablement de toutes les forces vives du Sénégal pour venir à bout du Covid-19. Moi, je pense qu'il serait de parfaits exemples à offrir aux jeunes Sénégalais et nous leur lançons une invitation pour qu'ils viennent sur ce plateau-là de Quinqueliba avec, disons, leurs trouvailles pour en faire une plus large explication. Pourquoi pas? Voilà. Massamba, il faut et on confie la mission à notre ami Salou Sek, hein, de les retrouver pour nous les amener ici. Oui, bon, nous on a vu les images, je pense que c'est Salou qui a fait le reportage, c'est ça? Ça va se faire. Philo, tu passes le message à Salou Sek pour nous. C'est tout pour le bulletin d'info de ce matin? Merci beaucoup, on te retrouve demain avec le même plaisir, toujours pour l'info sur Quinqueliba. On va souhaiter une excellente journée à Mati Mbang. Non, c'est pas Mati Mbang, c'est Mati Mbaye plutôt, qui nous regarde ce matin depuis Maryland et qui suggère ceci aux parents. Ça va vous intéresser. Elle est éducatrice et cela concerne le préscolaire. Alors, la crèche, la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc, c'est les enfants de 1 jusqu'à 4-5 ans. Elle dit, pour les nourrissons de 1, 2, 3 ans, lavage des mains dès le réveil avec l'aide des parents, des jeux de puzzle, coloriage, musique avec des ustensiles de cuisine. Les enfants adorent ça. De la musique, des mouvements pour mettre la musique et donner le ton. Les enfants aiment danser aussi. 30 minutes de télévision éducationnelle. Bah oui, pourquoi pas regarder Canal Éducation avec l'enfant. 30 minutes d'activité extérieure, si c'est possible, marcher dans la cour. Pour ceux qui sont confinés, c'est un peu plus compliqué. Après le déjeuner, lecture de 2 à 3 livres pour l'enfant. Oui, ça intéresse Radi aussi. Les impliquer quelquefois dans la cuisine. Les enfants aiment aider à cet âge-là. Merci pour cette belle suggestion d'Eimati Senbai depuis Maryland. Elle dit qu'il y a 4 heures de décalage, mais elle est calée tous les matins quand il est 8 heures ici, il est 4 heures là-bas. Et elle suit ce magazine. 9h13, la pub. On se retrouve pour la chronique de Radi. am la mooy sama bànneex yow aja sama bëbi taamu sa melukaan moom may daane sa nooyaay moom may bégloo aja sama bëbi ma gënal li ci xeet bi neex a neex li ci caf ko bët bi salit loo la 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 la
Adja yow laa tàmm sama ndekki Beurre Adja mëne fu ne Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. De retour en plateau, bon début de journée en notre compagnie, notamment à Ian Sidibé, qui est professeur d'anglais à la retraite, une matière qu'adore Alioune Badara Kane, très passionné des jeux éducatifs également. Merci de votre fidélité à Kinkeliba. Allez, on poursuit avec la littérature. Là, on est plus à l'aise. Hein. C'est la chronique de Khadi ce matin. On va à la découverte d'un ouvrage de Esa Boto, ou Mongo Betty, si vous préférez, juste après ceci. Déjà sur l'auteur, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, hein, c'est écrivain africain de renom. Il s'appelle en fait Alexandre Biyidi Awala et son pseudonyme en littérature est Mongo Betty ou Esa Boto. Il est né à Akometam au Cameroun, d'ailleurs Cameroun qui signifie rivière des crevettes ou Rio des Camaros. Alors, il est né le 30 juin 1932 et il nous a quittés le 7 octobre 2001 à Douala à l'âge de 69 ans. Et Mongo Betty est une icône africaine, militant anticolonialiste, humaniste, professeur, journaliste, et libraire, romancier, essayiste de renommée internationale. Alors d'ailleurs, ses ouvrages sont étudiés dans beaucoup d'établissements, fidèles à ses principes. Il a été professeur de lycée en France plus d'une trentaine d'années, justement. Nous allons l'écouter. Je suis né en 1932, c'est exact. J'ai été bachelier en 1951. Et donc, à l'époque, les Africains qui avaient la chance de décrocher le baccalauréat avaient automatiquement une bourse pour venir étudier en France, enfin, ou ailleurs. Mais il n'y avait pas d'université en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance immense de débarquer en France en 1951 à Aix-en-Provence, où j'ai été étudiant pendant 3 ans. Et puis ensuite, je suis monté à Paris, comme tout le monde. Et donc, c'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est-à-dire de 51 à 1960, c'était facile pour un intellectuel africain d'aller et de venir entre la France et l'Afrique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'indépendance, alors avec l'installation des régimes de dictature, et des gens comme moi, qui étaient marqués politiquement, ne pouvaient plus aller dans leur pays. Moi, je ne pouvais plus aller chez moi sans courir des risques graves. Et voilà comment j'ai été coupé de mon pays de 60 à 91. C'est-à-dire pendant 31 ans, je n'ai pas pu aller au Cameroun. Voilà. Et vous avez décidé ensuite donc de retourner 31 ans après là-bas où vous vivez maintenant et vous avez ouvert une Oui, j'étais librairie. fonctionnaire français, donc j'étais professeur des lycées et j'ai pris ma retraite en 94, au début de l'année 94, et j'ai décidé effectivement de rentrer chez moi et d'essayer de faire. J'étais très humilié par mes collègues français qui revenaient d'Afrique, qui me disaient on a été faire du développement au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso. Et je me disais, le jour où je pourrais aller enfin retourner chez moi, faire du développement, je serais très heureux. Et dès que j'ai pu prendre ma retraite, et comme les conditions politiques avaient un petit peu changé, je me suis précipité, je suis retourné chez moi, où j'essaye de faire du développement. En l'occurrence, c'est surtout une librairie. Je suis libraire à Yaoundé. Mongo Betty. Alors, après cet extrait, Khadi, tu reviens avec nous et pour nous sur ses œuvres. Oui. Il a
écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages. Son premier livre s'intitule Sans haine et Sans amour, paru en 1953. Ville cruelle, qui a été publié sous son pseudonyme Esaboto. Paru en 1954, c'est un roman donc de 223 pages. Et son quatrième ouvrage, La preuve main basse sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation, paru en 1972, a été censuré à sa parution par un arrêté du ministre de l'Intérieur français. Alors, dans ses écrits et romans, l'auteur dénonce les pratiques coloniales et postcoloniales. Vous me direz certainement pourquoi il a utilisé ces pseudonymes. Il s'explique. Premier livre date de 1954, à l'époque coloniale donc. Et donc, il fallait éviter que c'était un petit peu fantasmatique. Je ne pense pas que les colonisateurs auraient inquiété ma famille. Enfin, ça se passait comme ça à l'époque. Tout le monde avait un petit peu peur. Donc, j'ai pris un pseudonyme. Et cette première expérience a été très mauvaise avec mon éditeur. Donc, j'ai pris un deuxième pseudonyme. Mais les pseudonymes que je prends sont fonction, d'une part, du fait que j'ai peur pour ma famille, mais aussi du fait que mon nom d'état civil est très difficile à dire au téléphone. Donc, comme disait une chanson, je me voyais déjà, la chanson de Aznavour, je voyais déjà de belles attachées de presse qui m'appelaient au téléphone et qui avait du mal à entendre mon nom. Et une fois, j'arrivais dans un lycée, je m'appelle Biyidi Awala, et le proviseur a dit, mais non, c'est pas un nom possible, c'est un japonais, ou qu'est-ce que c'est que ce type? Donc, en revanche, mon pseudonyme sonne bien, c'est facile, ça a un sens dans ma langue vernaculaire. Les Africains, au contraire des Asiatiques, par exemple, des Coréens du Sud. Moi, j'aime bien les Coréens du Sud parce que c'est des gens extraordinaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on ne les connaît pas très bien. Des Taïwanais qui ont eu les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'en quelques années, ils passent de l'archaïsme, de la tradition à la modernité. Ils s'en sont bien sortis. Et je trouve qu'ils ont été merveilleux. Sans me parler des Japonais. Je parle des dragons, enfin des nouveaux dragons dont on nous rebat les oreilles ici, Taïwan, Singapour. Et alors en Afrique, le problème est pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à faire la même chose que les Asiatiques? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de pédaler, comme on dit dans la choucroute? Non, on s'en sort pas. Quel engagement. On va revenir à l'ouvrage que tu nous présentes ce matin, le roman Ville cruelle. Oui, ce livre est un classique, comme je l'ai dit, de la littérature africaine. C'est un roman extraordinaire. Beaucoup d'entre nous l'ont lu, l'ont étudié même en classe. Alors, dès les premières lignes, on est véritablement transcendé à voir comment il manie la langue française, comment il décrit les événements avec exactitude. Le vocabulaire est riche. On dirait que dans ce roman, la réalité dépasse même la fiction. Alors, ce roman a pour héros le jeune homme Banda. Ce dernier est orphelin de père et il fut élevé et chouchouté par sa mère. Et cette dernière veut que son fils se marie avec une fille qu'elle a choisie. Alors, pour satisfaire sa mère malade, il décide d'aller en ville pour vendre son cacao. Oui, alors, mais il se heurte au stigmate de la colonisation. Tout son cacao sera mis en feu car seuls les Blancs ont le monopole. Alors, qu'adviendra-t-il? Que va devenir Banda dans cette ville Tanga? Alors, en un mot, ce livre présente les atrocités de la colonisation. À lire absolument. Massamba a déjà lu l'ouvrage, j'ai déjà entendu faire quelques commentaires. Banda, dans la ville cruelle. Allez, quelques notes de lecture. Dans la ville cruelle de Tanga. On joue sur les rimes, là. Ouais. Allez, on va t'écouter un peu lire un petit extrait. Et voilà, je pense que la chronique de ce matin pourrait facilement être reprise par Canal Éducation, n'est-ce pas, Madame Diallo? Oui, absolument, vraiment. Il est même prévu des émissions de ce genre.
Bon, on vous offre le quinquélibat de ce matin. Merci. Vous pouvez le reprendre. Bon, j'ai pas le droit, hein. Il faut peut-être voir ça un peu plus loin, mais ce serait un plaisir, évidemment, de voir cette émission reprise par d'autres chaînes. On écoute Khady. À la page 7, personne n'a jamais été misérable, comme la pauvre fille que je suis. Tanzi Banda. Les femmes me raillent dans leurs chansons à longueur de journée. Les vieillards me regardent avec compassion. Quand je passe près d'eux, les jeunes gens se détournent à peine. Les enfants pouffent de rire sur mon dos. Pourtant, je ne t'en veux pas. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as fait ça, Banda. Pourquoi n'as-tu pas voulu de moi? Je te demande seulement de m'expliquer. À lire absolument. Esa Boto ou Mongo Betty, si vous préférez. L'ouvrage, c'est Ville cruelle. Peut-être un commentaire, celui de Madame Diallo. C'est un plaisir de parler de Mongo Betty ou d'Alexandre Bihidi. Ça nous rappelle de beaux souvenirs de l'école, bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir de cette génération d'écrivains, c'est qu'ils ont été très tôt à l'école française pendant que leur peuple était sous la colonisation, sous l'empire ou l'emprise de la colonisation. Et je pense que ça a été un élément fort d'inspiration. Et si vous regardez, toutes les œuvres qui ont été produites par ces générations sont des œuvres qui mettent un peu le doigt, qui portent un regard critique sur la colonisation dans ses effets opérationnels au niveau de leur pays, mais qui vivent en même temps le dilemme d'être africains et de devoir être ce qu'ils sont dans le pays d'accueil qui est la métropole où ils ont mené leurs études, qui leur a donné la langue dans laquelle ils expriment également leurs mots. Donc en somme, ils utilisent les mots d'une langue qui les colonise pour exprimer les mots MOTS, pour exprimer les mots MAUX de leur société. Excellent commentaire. Vous avez une chronique du jour pour Canal Éducation. Pour Canal Éducation. Merci beaucoup, ma chère Khady. Mais moi, je retiendrai juste que pendant plus de 30 ans, il n'a pas pu servir son pays, le Cameroun. J'aimerais bien retourner à mon pays pour faire du développement. Et il n'est pas le seul cadre africain, en tout cas de cette génération, à avoir vécu une telle mésaventure. On a parlé ce matin de... Ouh là là, j'oublie un peu. Achille Mbembe. Achille Mbembe. Voilà, qui est en exil jusqu'au moment où je vous parle. Carrément en exil. Le Cameroun, c'est un pays qui regorge d'intellectuels, de renom. Malheureusement, du fait un peu des affres, des vicissitudes de la politique, beaucoup d'entre eux ont été obligés de partir en exil. Et c'est fort regrettable pour ce grand pays qui aurait pu quand même compter sur cette ressource de qualité-là pour véritablement s'engager sur les rails du développement. Merci, merci Khady, merci à tous pour ces commentaires. On va finir le magazine en réinterrogeant notre invité du jour. On a 3 minutes, on va y aller très vite parce que sur notre page Facebook, les internautes réagissent énormément. À l'une, je vais poser la question d'Abdoulaye Sall. D'abord, réaction, il dit merci, je me réjouis du lancement de Canal Éducation. Ma contribution est seulement un rappel, dit-il, pour la prise en charge de l'inclusion dans les contenus proposés avec l'éducation spécialisée comme la méthode verbotonale. C'est ça, verbotonale, c'est ça. Pour les enfants déficients auditifs. Il a raison. Bonne continuation, dit-il. C'est le directeur du centre verbotonal. Il faut prendre en charge. Oui. Je pense que c'est une belle contribution de sa part aussi. Absolument. Merci beaucoup pour cette suggestion. Alioune, si tu as une question. Juste aussi la part réservée à l'enseignement supérieur. On sait que quand même c'est un projet porté par le ministère de l'Éducation nationale, mais est-ce qu'il y a une part réservée à l'enseignement supérieur, comme ils n'ont pas pu avoir une chaîne comme vous. Il y avait une question. Vous savez, le ministère rêve de sa chaîne depuis plusieurs années. Je pense que ce n'est pas un hasard si Massamba a subi, ou en tout cas a profité d'une formation de 6 mois quelque part. Je pense que c'était au Japon. La perspective, c'était ça. Le ministère de l'Éducation a travaillé avec également la radio scolaire à un moment donné de son histoire. La télévision scolaire également, je pense, avec Massamba, est une réalité. Mais c'est pour dire que le lancement d'hier, quand même, a donné la réponse à toutes ces interrogations par rapport aux autres sous-secteurs de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale n'était pas seul sur le plateau. Il était avec ses homologues de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Ces ministres qui se sont exprimés. Et je sais qu'entre les trois, c'est le secteur de l'éducation qui va porter toutes les questions relatives à l'éducation. C'est certain que quand on ira dans le détail
du partenariat. Les pistes d'ouverture vont être identifiées, ciblées et mises en œuvre à travers cette chaîne. Donc, le ministre de l'Éducation est ouvert. Merci beaucoup, Madame Diallo. Massamba, la chaîne, elle fonctionne H24? Bon, c'est un peu rappel de la fréquence aussi. Très rapidement. Oui, c'est le canal 20. Donc, l'objectif final, c'est qu'on puisse fonctionner H24. Mais je pense que pour l'instant, les gens vont nous le concéder. On va démarrer par vraiment des cours, des leçons pédagogiques. Et après, maintenant, autour de tout cela, il y aura un programme qui est en train d'être ficelé. Et dès que c'est fini, on aura peut-être la possibilité. Merci, mon cher Massamba. Canal 20, TNT pour Canal Éducation. On en a parlé en détail ce matin avec notre invitée du jour, Madame Fatoumata Ba Diallo, je rappelle, directrice de l'enseignement moyen secondaire général. On va passer le bonjour également à votre époux, Khalidou Koulibaly, ministre, Khalidou Diallo, oh là là. C'est Alioune Badarakian qui me perturbe avec ses... Vous avez dit, Madame Diallo, c'est déjà réglé. Il y a des réponses encore ici par rapport à ton interpellation sur El Hadj Ousseynou Diouf. Mama Moussagnan est d'accord avec toi pour dire que c'est El Hadj Diouf le meilleur joueur, mais par contre, Idrissa Bathily sur notre page Facebook dit que c'est Sadio Mané le meilleur joueur. Alors je me reprends, Khalidou Diallo, à qui nous passons évidemment le bonjour ce matin. Monsieur le ministre, excellente journée à vous et à tous ceux qui nous ont suivis ce matin également. Belle journée à vous. On se retrouve demain à 8h pour un nouveau numéro de Quinqueliba. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. N'oubliez pas à mon professeur, hein, de vous laver régulièrement les mains. Early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Ça va chauffer sur les bouquets Canal+. Sur Nollywood TV, ambiance rivalité de clans. Les guerriers vont lutter pour le pouvoir dans la nouvelle série Ojukwu. Je pense que c'est ici que notre amitié va prendre fin. Sur A+, aussi, ça va chauffer. Marem et Lala vont s'affronter pour le même homme dans Maîtresse d'un homme marié pour la première fois en français à la télé. J'ai pas envie que tu me crées d'histoire. Entrez dans le game avec la nouvelle série Agent sur Canal+, et découvrez le monde impitoyable du business du foot. Je suis pas comme toi. Ces 3 séries inédites débarquent sur vos écrans. Même le décodeur s'y met avec le prix explosif de 5 000 francs seulement. N'attendez plus et abonnez-vous au bouquet Canal+.